Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rezaïn. Dans Rezaïn, nous partageons une grosse dose de motivation pour, après un doctorat, réussir votre transition entre le laboratoire académique et l'entreprise privée. Nous sommes 3 docteurs en biologie, travaillant actuellement en entreprise et fondateurs de l'association Resalience PhD. À travers Resalience et ce podcast Rezaïn, nous partageons notre expérience afin que vous puissiez trouver avec succès votre prochain poste. Rezaïn, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de Rezaïn. On va encore aujourd'hui vous donner votre grosse dose de motivation. Je le répète, votre grosse dose de motivation pour vous aider dans votre transition entre le laboratoire académique et l'entreprise privée. Le sujet du jour, comment ne pas se sentir perdu dans sa recherche d'emploi. Et j'aurai le plaisir de discuter de ce sujet aujourd'hui avec Delphine. Salut Delphine. Salut Alexis, écoute, le plaisir est pleinement partagé. J'ai hâte d'attaquer le sujet, même si on a une petite exclue à annoncer avant. Oui, effectivement, c'est le podcast, c'est le premier podcast post 1000 abonnés sur YouTube. On a dépassé ce niveau symbolique des 1000 abonnés. On est un peu plus de 1000 maintenant sur la chaîne YouTube. C'est extraordinaire. Voilà, quand on a créé Resalience, on avait effectivement envie de développer cette chaîne YouTube et ce réseau Resalience. Et voilà, c'est un cap symbolique. Qu'est-ce que ça t'inspire, Delphine? Ah, ça me donne des frissons. C'est plein de choses. Tu parles du début à la création, c'est sûr que je me revois encore faire la toute première interview avec Asia, j'avais aucune idée exactement de ce qu'on était en train de faire, où on allait, avec qui on irait, puisque maintenant nous y allons avec toi. Mhm. Et donc il y a eu beaucoup de travail. 1000 abonnés, c'est beaucoup. Et en même temps, c'est qu'un premier pas, tellement qu'on a d'autres ambitions et d'autres projets, on vous le dit souvent. Mais ouais, c'est bien engagé, on a réussi, et notamment grâce à toi Alexis, qui nous mène tout ça d'une main de maître, avec une belle fréquence et des beaux contenus qui, je l'espère, sont variés et complémentaires. Donc voilà, en même temps fière et en même temps humble de me dire, voilà, c'est qu'un début. Non, tout à fait. Effectivement, c'est beaucoup, mais c'est pas grand-chose. On peut en faire encore beaucoup mieux. C'est vrai que vous l'avez vu, depuis le début de l'année, on a augmenté la fréquence de publication parce que notamment, on a de plus en plus de demandes de votre part. Et ce succès des 1000 abonnés, on en est vraiment content et je pense qu'on peut le dire, on en est fier. C'est aussi grâce à vous, grâce à tous les échanges qu'on peut avoir, à vous qui nous écoutez, qui prenez le temps de nous écouter. Donc voilà, au nom de nous trois et Asia qui n'est pas dans ce podcast, mais j'en suis certain, se joint à nous pour vraiment vous remercier, puisque tout ça est aussi possible grâce à vous, parce que vous prenez le temps de nous écouter et également d'interagir avec nous sur notamment les commentaires sur YouTube. Donc on va continuer dans ce sens. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire remonter tous vos interrogations, vos besoins. Ça aussi, ça nous aide aussi à nourrir les vidéos et le podcast. Et encore une fois, nous, vraiment, notre but, notre obsession, c'est de coller à vos besoins, d'être certain qu'on répond à vos besoins et vos principales interrogations que vous avez dans cette partie transition entre le laboratoire académique, en tout cas la thèse, le PhD, le doctorat, et l'industrie, le privé, en tout cas autre chose que la R&D dans le laboratoire académique. Clairement, nous, ça nous motive encore plus d'avoir passé ce palier. Donc, on va clairement continuer Resalience à vous donner toujours plus de contenu, les interviews, les podcasts, le mentorat. Également, on a repris un peu de temps en temps des coachings, voilà. Et je pense qu'on peut. Alors, c'est pas une annonce, c'est plus, on va dire, un teasing. Là, actuellement, on réfléchit très sérieusement avec Asia et Delphine à essayer de faire un événement en physique,
un événement Résilience sur la deuxième partie de l'année. Donc voilà, on est en cours de réflexion, il n'y a rien qui est validé pour l'instant, mais c'est vrai qu'on en a très envie de vous rencontrer et de pouvoir vous apporter, au-delà de ce qu'on fait, ce que vous trouvez sur la chaîne YouTube, de le faire en réel, en physique. Voilà. Donc, c'est en cours de réflexion, il n'y a rien qui est acté pour l'instant, mais on en discute. Je vois Delphine qui, euh, qui sourit. Oui, parce que vous le savez peut-être pas, mais dans les podcasts, nous, on se voit, on a la vidéo pour se faire des petits coucous, bref. Et oui, moi, je trépigne d'impatience, hein. Je me régale avec tout ce qu'on fait en visio et voilà, et au téléphone ou par message pour vous répondre, pour discuter entre nous, pour tous nos contenus. Mais non, mais l'idée d'être tous réunis, bah, déjà, Alexis, je t'ai jamais vu en vrai. Mais alors, ça, par contre, c'est fou, hein, ça, c'est incroyable, mais on ne s'est jamais rencontrés tous les trois. Moi, je n'ai jamais vu Delphine et Asia en vrai. Voilà. Ah, t'as pas vu Asia non plus? Non, 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 jamais. Ah! Parce que donc alors moi je l'avais vu, je sais plus à quelle époque, je m'étais goupillé un voyage avec, arrêt à Toulouse, pour aller lui faire coucou. Bon c'était qu'1 heure ou 2 entre 2 trains, mais c'était quand même extraordinaire et non, ça prend une autre dimension. Bon, même si je sens toujours des supers énergies, des synergies et tout ça entre nous, le fait de se voir en vrai, c'est quand même pas pareil et puis voilà et puis de vous voir vous, de discuter autrement qu'avec, avec des messages vocaux, avec des SMS ou autres et puis, bah, délivrer des contenus qu'on n'aurait pas encore produits, parce que je suis sûre qu'il y a encore, tellement de choses à faire. Donc voilà, des nouveautés à donner et puis des choses un peu peut-être un peu spécifiques par rapport à qui on a en face, vraiment. Donc voilà, c'est pas les idées qui manquent, au contraire et voilà, donc effectivement, je j'applaudissais bêtement toute seule dans mon coin pour manifester mon impatience. Donc voilà, à voir ce qu'on réussira à faire, quand, comment, pourquoi, où, etc. Mais voilà, ça fait partie de nos envies. Donc, ouais, restez connectés, on vous en dira plus dès qu'on a au fur et à mesure qu'on avancera sur ce projet, si ça se fait, mais bon, je pense que c'est plutôt bien parti. Passons au sujet du jour. Comment ne pas se sentir perdu dans sa recherche d'emploi? Alors, comment est né ce sujet de podcast? C'est vrai que en échangeant régulièrement avec vous, certains d'entre vous finalement ont le souhait, ont en tout cas savent qu'ils ne souhaitent pas continuer dans l'académique, donc pas forcément. Alors soit vous êtes déjà en thèse et vous savez que vous ne souhaitez pas faire de postdoc et directement partir en académique, soit vous êtes actuellement en postdoc, mais vous ne vous projetez pas forcément sur des postes de maître de conférence ou de chargé de recherche. Et finalement, à part les postes R&D, c'est compliqué de savoir sur quoi est-ce qu'on peut postuler. Et la tâche, des fois, semble tellement grande qu'il est compliqué de savoir par où commencer. Alors déjà, pourquoi est-ce que finalement la recherche d'emploi, c'est un processus qui est particulièrement démotivant? Delphine, est-ce que tu veux réagir par rapport à ça? Pourquoi est-ce que, voilà, c'est à ton avis ou ton expérience, Ouais, alors pourquoi oui, cette oui, phase j'ai est compliquée? alors, ouais, c'est un énorme morceau, en fait. Alors, pourquoi elle est compliquée? Je vais, le la première chose qui me vient à l'esprit, c'est quelque chose qui est très personnel. C'est que moi, le sentiment que j'avais en cours de thèse ou à la fin de ma thèse, c'est un peu ce mélange très bizarre de tout m'intéresse, la communication, le marketing, les ressources humaines, la recherche, complètement autre chose. Ou et à la fois rien ne m'intéresse. Enfin, en fait, c'est je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Alexis, c'est un peu Oui. contradictoire ce que je raconte. Il y a un côté, il y a beh, en fait, ça illustre bien, ce vers quoi on peut aller avec l'échange du jour. C'est qu'en ayant quelque chose je pars du principe que «tout m'intéresse» entre guillemets, les sciences, plein d'autres sujets. Ça fait une multitude de domaines, une multitude de métiers, une multitude de zones géographiques, pardon, où on peut chercher un métier et en fait, on ne peut pas faire le tri avec des millions de possibilités comme ça, c'est beaucoup trop énorme et il faut faire un filtre, il faut faire un tri et donc il faut faire des choix et on peut avoir l'impression de se tirer une balle dans le pied ou de se faire rater la super opportunité qu'on aurait dû avoir, alors qu'il faut vraiment le faire.
Il faut vraiment le faire. Je pense vraiment que c'est pas du tout une erreur, bien au contraire, de resserrer le champ d'action. Et l'idée n'est pas non plus à l'extrême d'aller sélectionner un seul métier, une seule entreprise. Alors une seule ville, c'est peut-être un peu compliqué. On a peut-être chacun des contraintes par rapport à notre mode de vie, notre santé, notre famille. Bon voilà, des choses, annexes, mais quand même finalement très reliées à notre recherche. Donc il faut un juste milieu, avec tout ça. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le premier truc, Ouais. c'est vraiment faire le tri et en fait, donc c'est une difficulté, OK, je dois faire le tri et comment je fais ce tri? Je n'en avais aucune idée. Qu'est-ce qui soudainement va devenir un critère moins important, plus important? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je retire? Et puis peut-être que la semaine d'après, j'ai changé d'avis et ça continue à me démotiver. Par exemple, je vais donner un exemple concret. Il y a une semaine, je vais me dire, «Tiens, j'aimerais bien quand même, avoir un certain niveau de revenu». Je dis ça parmi d'autres critères, hein. Et puis la semaine d'après, je vais me dire, «Non, en fait, peu importe, même si je gagne pas super bien ma vie, pourvu que je fasse quelque chose qui me plaise avec des gens sympas, voilà, même si je pars pas en vacances, à Bali, 3 fois par an, c'est pas grave». Donc l'idée, c'est un peu de se poser comme ça et selon notre personnalité, ça peut être difficile aussi. Et du coup, Oui, toi, Alexis, qu'est-ce que tu oui. Bah, alors déjà aussi sur la partie alors effectivement la partie démotivation, comme tu l'expliquais, heu, bah, déjà c'est en début de recherche, c'est des fois compliqué de savoir sur quoi déjà d'identifier le champ des possibles et ensuite quand on a un peu, heu, pris conscience de tout ce qui était possible de faire, pas se perdre, parce qu'il va falloir prendre effectivement avoir des focus pour, bah, perdre le moins de temps possible. Je pense qu'il y a un point également pendant la formation doctorale où on finit finalement notre thèse. Je pense qu'on est d'excellents chercheurs. Ça, il y a, à mon avis, il n'y a rien à remettre en question là-dessus. La formation doctorale, la formation on appelle à la recherche, par la recherche, de mon point de vue, est excellente. En revanche, quand on souhaite faire autre chose que de la recherche, en tout cas à notre époque, et j'ai un peu que c'est le sentiment que c'est toujours le cas aujourd'hui en échange avec vous, c'est que les formations, ou en tout cas le temps que vous prenez à consacrer, à préparer votre avenir, est des fois pas suffisant pendant la thèse. Euh, donc, une fois que vous êtes conscient de ça, vous dites ok, voilà, ok, bon, je suis là actuellement, je suis doctorant, je suis en thèse, je suis en deuxième, en troisième, peut-être en première année, je veux partir dans le privé. Déjà, regardez les formations doctorales. Il y a certainement quand même certaines formations mmh, qui peuvent vous sensibiliser à ça. Ça, c'est déjà une première étape. Et surtout que à partir du moment où, et je pense si vous nous écoutez, c'est que vous en êtes là dans votre cheminement de pensée, c'est que vous savez ce que vous voulez, ou en tout cas ce que vous ne voulez pas. Donc vous avez certainement envie de faire autre chose que de la recherche dans l'académique. Par contre, vous ne vous sentez pas forcément bien préparé à ça. Donc à partir du moment où vous êtes conscient que vous avez ce manque de compétences là-dessus, en tout cas, voilà, un point à développer, je pense que maintenant, c'est votre responsabilité de vous former et de travailler ces points-là. Moi, j'aime bien c'est un peu comme ça que je fonctionne, le 100% responsable. C'est-à-dire que dans le sens où moi, dans ma vie, j'essaie en tout cas de ne pas remettre la faute sur les autres. Soit on se dit effectivement, c'est la faute de l'école doctorale qui me forme pas assez bien à trouver du boulot. Et à ce moment-là, si vous voulez changer ça, il va falloir changer l'école doctorale, que l'école doctorale mette en place les bonnes formations, enfin qui vous semblent en tout cas pertinentes. Et là, bon, c'est possible, mais ça va être très compliqué. Soit vous vous dites, OK, peut-être que la problématique, c'est moi, et effectivement, j'ai un manque de compétences là-dessus. Et comme c'est mon problème, ma problématique, je vais bosser dessus. Et là, du coup, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, il n'y a que vous, entre guillemets, à changer ou à actionner. Donc, voilà, je pense que déjà une partie des pourquoi c'est démotivant, parce que des fois on se sent pas bien, on se sent pas préparé à ça. On se dit ouais bah écoute voilà j'ai un bac plus 8, j'ai le plus haut niveau d'études en France et finalement je sais pas faire grand chose à part de la recherche. Et quand je regarde des offres d'emploi, ben, j'ai rien qui match à 100% avec mes compétences. Donc ça, je pense que c'est de votre responsabilité. Une fois que vous en avez conscience, c'est de votre responsabilité d'aller travailler ce point-là.
Effectivement, au niveau des solutions, comment en fait, je pense que tu me dis ce que tu en penses, Delphine. Ce qui va faire la différence, à partir du moment où vous souhaitez partir dans le privé, c'est qu'il va falloir structurer votre approche. Comme c'est exactement ce que tu as dit, on peut se rendre compte que finalement, il y a des dizaines, des centaines, de jobs, disponibles. On ne pourra pas tout creuser à 100. C'est pas possible, il y a une contrainte de temps. Donc c'est là qu'il va falloir vous structurer pour, déjà commencer à cibler, certains métiers et à approfondir ces métiers-là. Delphine, comment ouais, sur la partie structuration. Sur la partie Avec si structuration, où, effectivement, si on reprend là où tu en étais, dans ton cheminement de pensée, donc, effectivement, il y a un champ des possibles qui est énorme. Finalement, comment faire pour arriver à réduire ce scope? Donc effectivement, tu as dit, focaliser sur, un ou plusieurs, possibilités. ouais. Finalement, comment savoir ce qui nous plaît? Alors, ça me fait penser à une anecdote. J'ai essayé de retrouver dans mes messages LinkedIn, mais j'ai pas retrouvé, mais c'est pas grave parce que je me souviens du message de la personne. Je discutais avec une personne qui venait tout juste d'avoir son doctorat et qui avait sollicité de l'aide, sur LinkedIn pour sa recherche et donc je discutais avec lui et voilà, je crois que c'était, je crois que c'était pour un métier comme le tien, Alexis, voilà quelque chose à voilà, dans le domaine, commercial, si on peut tout regrouper là-dedans Mmh. et il avait mentionné un peu, le consulting, par rapport à nos enfin, dans nos échanges et alors même si dans le consulting, pareil, c'est très alors ça, c'est intéressant, je fais un tout petit point, parfois on va me dire: «Le consulting, ça m'intéresse», mais le consulting dans quoi? En fait, on peut conseiller les gens dans tout et n'importe quoi, donc on a l'impress donc ça peut être un domaine d'activité parce qu'on vient apporter une prestation à des gens, sur un domaine d'expertise, mais on peut être consultant en R&D et vraiment donner des conseils, je vais dire opérationnels, voilà, c'est comment tu tiens ta pipette. J'exagère Ouais, un peu, mais ça peut clairement la être ça. stratégie de Exactement. de recherche, ouais. Versus, que je fais le consulting en financement où j'interviens pas du tout sur la nature du projet. Et d'ailleurs, enfin les très rares clients qui nous demandent, quelle tournure, ils devraient donner à leurs études selon nous, on est complètement en dehors, même si ça peut être intéressant, mais c'est pas du tout notre domaine. Je ferme la parenthèse. Donc je dis à cette personne: «Ah bah, si jamais le consulting en financement, parce que c'est celui que je connais, t'intéresse, on peut aussi en discuter». Donc j'ouvre la porte parce que, bah, forcément le métier que j'exerce, c'est là où je peux donner le plus de conseils et d'infos et il m'a répondu un truc absolument génial, où je me suis dit: «Ce mec est structuré». C'est pour ça que j'amène ça. Il me dit: «Non Delphine, c'est super sympa, mais là je suis à fond pour, job de commercial. Si d'ici 3 mois, je suis pas dans un processus, de recrutement, je suis dans rien du tout, je reviendrai vers toi et on creusera cette piste». Et moi j'ai trouvé ça c'est génial parce que le gars, il s'est fait un plan. Je sais pas, vous faites une frise chronologique, c'est alors pourquoi moi j'aime bien les dates, j'avoue que je fonctionne pas mal par date. Pour d'autres personnes, ce sera plus, voilà, 40 candidatures, j'en sais rien, à voir ce qui vous parle parce que bon 4 mois, si vous faites rien pendant 4 mois, ça veut rien dire du tout et de se dire: «Bah, voilà, à partir de ce moment-là, soit je pivote vers autre chose, soit j'élargis un petit peu plus mon champ d'action. Tiens, je privilégiais, la Bretagne parce que c'est là où je veux aller. Bon, bah, finalement, attention, je vais aller en Normandie». Je fais une blague. Mais voilà, d'élargir peu à peu ou de pivoter sur un autre métier ou voilà, de changer un peu la stratégie pour a amener un petit peu plus, d'eau à votre moulin et essayer, de le faire tourner, pour aller dans ma métaphore. Voilà, Ouais. donc moi, j'ai vraiment envie de recommander ça, d'autant plus que je ne l'ai pas fait pendant et après ma thèse et que alors maintenant je vais très bien, mais ce que j'allais dire, c'est que je m'en mords les doigts, en fait. J'ai tellement vécu une recherche d'emploi, douloureuse, pénible. Je me comparais beaucoup aux autres aussi et ça faisait que me démotiver puisque c'est, voilà, le sujet du jour, ce qu'il faut surtout pas faire. Mais voilà, le fait de se structurer, ça donne des rails. On peut avoir l'impression d'être perdu, mais voilà, ça vous invente des rails. Inventez-vous des rails, voilà, une façon de faire et c'est rassurant, en fait. Vous avez un cadre, vous savez quoi faire et quand. On ne sait pas ce que ça va donner, mais c'est normal et c'est pas grave et puis, on peut aussi se réjouir de pas trop savoir où on va atterrir. C'est pas forcément, du stress négatif, ça peut aussi être, un peu excitant. Bon, ça, c'est ma façon de voir les choses, même si je comprends que
ce soit pas partagé par tout le monde. Donc voilà, pour se structurer, moi, c'est ce retour de je ne sais plus son prénom m'a vraiment marqué. Moi, alors je te rejoins Voilà. complètement, hein, sur le fait de se fixer, alors c'est un sujet qu'on avait un peu enfin qu'on avait abordé, hein, dans un podcast. Comment se fixer des objectifs dans votre stratégie de recherche Mmh. d'emploi? Et effectivement, en fait, avoir des objectifs et un plan d'action derrière, pour moi, ça paraît, primordial et le plan d'action qui doit être à la fois, hem, avec des dates butoirs, quoi, et également un quantitatif derrière, en fait, pour savoir, par rapport, vous dites, je sais pas moi, il faut que je trouve, 40, faut que j'épluche 40 offres d'emploi avant, vendredi prochain. C'est aussi assez simple de savoir, où est-ce que vous en êtes sur ces 40. Est-ce que vous en avez fait, 5, 10, 30, voilà. Du coup, ça permet aussi de vous évaluer, en cours de processus et être certain que vous avancez à la bonne vitesse par rapport aux objectifs Mmh. que vous êtes fixés. Ensuite, donc se fixer des objectifs, finalement réduire le scope, ça vous permet d'être plus efficace, de focaliser votre attention et votre énergie sur certains points, en sachant que si vous vous rendez compte, et c'est exactement la stratégie qu'a abordée la personne avec qui tu as échangé, si vous vous rendez compte que ça convient pas ou que c'est plus le bon focus ou que c'est plus l'envie, rien ne vous empêche de changer, adapter votre plan d'action. Tu donnais l'exemple des rails tout à l'heure. Effectivement, il y a une belle ligne droite qui est tracée avec des checkpoints au milieu. Si en cours d'avancement, vous vous rendez compte que bah, finalement, l'objectif visé, le métier visé, bah, votre souhait, votre réflexion évolue, rien ne vous empêche de bifurquer et de réajuster. Mais du coup, ça vous permet d'éliminer une hypothèse et de passer à une autre hypothèse. Si on prend par exemple l'exemple de la thèse, c'est exactement ce qui se passe en thèse. On a une question scientifique, vous allez mettre en place un plan de manip par rapport à une question scientifique que vous avez. Si les manips vont pas dans le sens de la question, ou en tout cas l'hypothèse que vous avez formulée, bah, vous allez réadapter l'hypothèse et remettre en place des manips pour confirmer ou infirmer cette nouvelle hypothèse. Donc finalement, c'est jamais une ligne droite, hein, mais voilà, vous êtes en constante adaptation et voilà, il faut rebondir sur, sur vos avancées. Ça sert à rien de vous entêter si vous vous rendez compte qu'un métier que vous souhaitiez, plus vous le creusez, plus vous vous dites bah non, finalement, ça ne correspond pas à mes envies, ça ne correspond pas à ma personnalité. Autant arrêter là et focaliser sur un autre métier, par exemple. Alors j'ai des tas de choses à dire. Je t'ai peut-être coupé, Alexis, ou? Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Je me faisais la réflexion en fait que, parfois c'est alors dans notre société, souvent quand on fait connaissance avec quelqu'un, souvent on demande: «Bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie?» parce que ça fait un sujet de conversation, ça occupe la plupart du temps des gens, donc on suppose que ça les intéresse. Bref, on leur pose la question et ça peut être gênant. On dira: «Bah, je suis en recherche d'emploi». On a l'impression qu'il y a pas de projet et la réflexion que j'étais en train de me faire quand tu étais en train de décrire tout ça, Alexis, c'est que au contraire, la recherche d'emploi, c'est un pas une absence de projet. Il y a tout à faire, en fait. Vous pouvez vous fixer des dates, voilà, des objectifs, enfin tout ce qu'on a dit avant et c'est vraiment un truc à faire. C'est pas je fais rien, je tape des mots clés dans un moteur de recherche, ça va beaucoup plus loin que ça. D'ailleurs, Alexis, tu as parlé de deadline, on peut parler de livrable, on peut parler de tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est de la gestion de projet, donc ne vous dévalorisez pas si, voilà, au détour d'une conversation ou même juste, vos conversations avec vous-même, vous n'êtes pas en train de rien faire, alors le projet, c'est c'est de chercher un emploi, mais ça reste que c'en est un et c'est pas dévalorisant. Au contraire, bah, avec tout ce qu'on dit, je pense que vous rendez bien compte que ça demande de l'énergie, ça demande de la motivation, ça demande de l'organisation et plus vous allez insuffler tout ça dans votre recherche et plus, vous prenez ça à bras le corps, plus ça a de bonnes chances d'aboutir et puis en plus, de vous garder motivé jusqu'au bout. Donc c'était un des trucs, sur lesquels j'étais en train de me dire. Mais tu vois, par rapport à ce que tu disais là sur la partie, finalement vivre, sa recherche d'emploi comme, une gestion de projet, Oui. hem, en fait, je pense que c'est exactement comme ça qu'il faut le vivre. C'est-à-dire que quand vous recherchez du boulot,
mettez-vous en situation, voilà, comme si vous étiez professionnel dans une boîte, sauf qu'aujourd'hui, votre objectif in fine, c'est de trouver du travail. Donc, organisez finalement votre stratégie de recherche organiser votre stratégie de recherche. Derrière, toute cette organisation que vous allez développer, c'est certainement des choses que vous avez déjà mis en place pendant votre thèse et des choses que vous avez mis en place de manière tout à fait naturelle sans forcément vous en rendre compte. Mais du coup, le cadrer, l'organiser et en prendre conscience, derrière, lors des entretiens, ça peut aussi, ça va clairement vous aider à, à montrer que vous êtes organisé, que vous savez vous mettre des deadlines et peut-être même pendant les entretiens, expliquer si on vous challenge un peu sur la partie organisation, gestion de projet, vous pouvez tout à fait dire que voilà, vous avez organisé votre stratégie de recherche comme une gestion Mmh. de projet et jusqu'à présent, ça fonctionne plutôt bien puisque aujourd'hui, je suis face à vous, monsieur le recruteur. C'est que tout ce que j'ai mis en place jusqu'à Ouais. présent, ça semble mener ses fruits. Donc finalement, plutôt que de, ouais, mettez-vous dans la, voilà, dans la situation. Vous êtes un professionnel, vous avez un diplôme, des compétences, et aujourd'hui vous cherchez du boulot. Donc organisez votre recherche comme un professionnel, et ça vous aidera aussi à gagner en confiance en vous. Et cette confiance que vous allez pouvoir, ça vous permettra aussi de rassurer le recruteur que vous aurez en face. Donc effectivement, finalement, la stratégie de recherche d'emploi, enfin la recherche d'emploi, vivez-la comme un projet dont vous êtes le seul maître à bord, quoi. Je voulais faire une petite parenthèse, Alexis. Alors, je vais parler d'un podcast et c'est un peu la honte, je ne l'ai pas écouté, je te demande pardon. Mais l'épisode 8 fait de ta recherche ton business. Donc ça, tu l'as fait avec Asia. Et donc, Oui, dans ce podcast, vous parlez de que le projet de recherche, ce soit un vrai business. Et c'est super oui, rigolo parce qu'en fait, quand j'ai vu le titre du podcast, donc avant que vous le prépariez tous les deux, en fait, moi, j'avais cru comprendre que l'objet de votre échange, ça allait être fais de ta recherche d'emploi ton business. Et en fait, c'est pas ça. Mais du coup, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est tout à fait, vraiment, ouais. voilà, il y a un objectif, il y a des choses à faire, il y a un fil directeur à garder, etc. Bon, c'est tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Bon, voilà, c'était pour la petite, la petite anecdote et ma miscompréhension, si ce mot existe, je ne sais plus, de cet épisode. Non, moi, je voulais rebondir sinon sur un autre truc que tu as dit il y a quelques minutes et que j'ai trouvé génial. C'est le 100% responsable. Voilà, on prend les choses en main, on va pas accuser le manque de formation, Pôle emploi, la PEC, le chien du voisin, on oublie tout ça. Oui, il y a des injustices, oui, il y a des offres d'emploi qui sont publiées alors qu'il y a pas d'emploi derrière, les gens font de la chasse au CV. Oui, le domaine que vous voulez, il y a peut-être peu d'offres, oui, c'est peut-être mal payé. On oublie tout ça, ça dépend pas de vous, la vie est injuste, c'est comme ça, la vie est belle quand même, la vie est difficile, mais bon, on ravale tout ça, parfois on peut se plaindre un petit peu, mais voilà. Prenez votre courage à 2 mains, prenez les rênes et ce que je voulais amener avec ça, c'est, une phrase, que j'ai entendue, d'un entrepreneur qui dit souvent: «L'action amène la clarté». Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est pas, alors même si alors faire des recherches, discuter, se préparer, oui, c'est utile, mais il faut pas compter que là-dessus. Et avec cette phrase, ce à quoi j'ai envie de vous amener et ça j'ai l'impression de toujours batailler avec ça, notamment dans les coachings. J'ai l'impression qu'en tant que candidat, quand on en arrive au stade où on a un entretien, c'est qu'on veut rejoindre l'entreprise, qu'on a identifié que c'était le métier qu'on voulait, que la boîte a l'air géniale et tout ça. Et en fait, pas du tout. Parce que de la même façon que votre candidature est un résumé de qui vous êtes, l'offre d'emploi que vous avez vue, c'est un résumé de ce qui vous attend. Donc il y a plein de questions qui restent encore sans réponse. Vous n'êtes pas encore sûr de vouloir rejoindre l'entreprise. Si ça se trouve, elle est nulle. Si ça se trouve, les gens n'ont pas l'air sympas. Si ça se trouve, le métier, vous ne l'avez pas compris de la bonne façon. Enfin bon, bref. Donc, allez chercher des entretiens, même si vous n'êtes pas sûr. Et je voulais aussi, avec ce petit conseil-là, faire écho à un truc que tu as dit un peu plus tôt, Alexis, c'est le fait de pas bien se sentir préparé. Alors ça peut être vrai pour X ou Y raison, mais je pense aussi que parfois il faut foncer, être dans l'action. Voilà, c'est mon propos avec ces quelques minutes, pour apporter les réponses dont vous avez besoin. J'illustre concrètement ce que je raconte. Moi, en fin de thèse, je me disais: «Ah, la communication scientifique, ça me plairait énormément», mais je ressentais un problème de légitimité. Je me disais: «Mais je suis qui pour prétendre faire de la communication?» Alors oui, j'ai fait des congrès, oui, j'ai écrit des papiers et cetera, mais par rapport à quelqu'un qui aurait un master en communication, je me dis: «Il a fait 5 ans d'études, j'ai aucune idée de ce qui se passe là-dedans. Est-ce que je suis bien légitime pour débarquer dans le monde de la communication, avec, avec mon doctorat en biologie moléculaire?»
Et ben, une des meilleures réponses, je pense, qui puisse être apportée, c'est d'aller, c'est d'aller, postuler à des postes qui ont cet intitulé ou ce type de tâche et de voir concrètement ce que c'est et d'échanger directement. Donc voilà, soyez dans l'action, ça Si je ça peux aide aussi. Ouais, vas-y. Ouais, si je peux rebondir par rapport à ça et ça rejoint tout à fait ton propos de soyez dans l'action et si on prend l'exemple particulier que tu viens de donner, la communication scientifique, par exemple, où est-ce qu'on se sent légitime si par exemple on souhaite faire de la communication scientifique post-thèse, mais qu'on se sent pas forcément légitime, parce qu'on n'a pas, de diplôme particulier en communication, ça on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais enfin faites-vous votre propre expérience. Demain, vous postulez sur des postes de communication de la science et en parallèle, vous avez ouvert une chaîne YouTube, un compte Instagram sur de la vulgarisation scientifique et vous avez 1000, 2000, 5000, 10 000 followers sur YouTube, sur Instagram, peu importe, vous allez clairement faire la différence lors des entretiens et lorsque vous allez postuler versus une personne qui a tout le théorique mais qui aura zéro pratique. Et ça montre à la fois votre motivation et votre capacité à savoir faire et à fédérer puisque vous allez avoir un nombre d'abonnés et une régularité. Donc, et ça, je pense que ça peut s'appliquer sur n'importe quelle compétence identifiée où on pense justement qu'on a un manque de compétences. Je ne sais pas, vous voulez devenir account manager commercial, mais vous avez un doctorat et donc vous n'avez jamais rien vendu de votre vie. Vous voulez faire de la communication scientifique, mais à part quelques congrès, il n'y a pas eu beaucoup plus. Je pense qu'il y a des expériences que vous pouvez vous créer vous-même et qui derrière mais feront la différence versus une personne qui a, la théorie. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte parce que lors des entretiens, on va bien évidemment valider le fait que vous ayez le niveau par rapport au poste sur lequel vous postulez. Mais on va également regarder ce que vous avez fait à côté. Une entreprise qui prend une personne qui fait le job, bon, ça paraît être le minimum. Mais si l'entreprise prend quelqu'un qui fait le job et qui en plus va au-delà de des demandes, des besoins de l'entreprise, est créative, développe de nouveaux projets, aborde une problématique avec une façon que l'entreprise n'avait pas forcément pensé précédemment. Et bien ça, si vous faites des choses en parallèle de votre thèse, ça peut aussi montrer à l'entreprise qui va vous recruter que vous avez ce côté créatif, ce côté où vous ne vous laissez pas juste porter par ce qu'on vous demande, mais il y a une vraie proactivité dans votre façon de faire. Et ça, c'est applicable à n'importe quel niveau. Enfin, ça peut être, je ne sais pas, si vous êtes bénévole dans une association sportive, je ne sais pas moi. Enfin, il y a comme ça tout plein de choses que vous faites. Il n'y a pas que votre thèse, j'imagine, dans votre vie. Il y a tout un tas de choses que vous faites à côté. Et c'est aussi important de les prendre en compte, d'y réfléchir et de les valoriser lors ce que vous postulez et lors des entretiens parce que ça peut faire la différence. Ça peut faire la différence dans un processus de recrutement. Il y avait un autre point sur lequel je voulais réagir, oui, par rapport à ce que tu dis, ou si on se sent, par rapport au côté 100% responsable, et qu'il y a des offres qui sont peut-être où il y a peu d'offres ou des jobs qu'on vise mais en fait qui sont mal payés et des fois il peut y avoir les deux, des jobs où il y a peu d'offres et qui en plus sont mal payés. Là, posez-vous la question si vous êtes OK avec ça. Si demain vous postulez sur un poste où vous savez qu'il y a peu d'offres, en fait, posez-vous la question si vous êtes prêt à galérer, quoi. Ça va être compliqué. S'il y a peu d'offres et qu'il y a certainement beaucoup de monde en face, ça va être très compliqué d'arriver à se positionner et de faire la différence. Donc, il faut juste que, faisons le parallèle avec un poste de maître de conférence ou de chargé de recherche, il y a peu d'offres par rapport au nombre de personnes qui postulent en face. Donc, en fait, soit vous y allez et vous êtes conscient de ça et effectivement vous le savez, mais à ce moment-là, vous donnez les moyens d'arriver à surpasser ça, mais vous savez qu'il y a peu d'offres. Soit vous dites, OK, j'ai pas forcément envie de me heurter à ça. Et à ce moment-là, vous cherchez d'autres solutions. Donc voilà, posez-vous ces questions. Et dans la partie stratégie de recherche d'emploi, je pense que quelque chose qui est primordial avant de se jeter corps et âme dans la recherche, dans la recherche d'un boulot, posez-vous ces questions-là. Quelle est la dynamique du marché actuel? Est-ce que c'est un marché qui est porteur? Est-ce que le nombre d'offres d'emploi est stable? Est-ce qu'il est en croissance? Est-ce qu'il est en décroissance? Voilà, je pense que c'est important d'avoir ces éléments-là pour être certain que vous engagez
dans quelque chose qui est en accord avec, ce que vous avez envie. Oui, Ouais. Delphine? Alors, plus on discute et plus j'ai de choses à dire. C'est l'hydre de l'air, on coupe une tête, il y en a 3 autres qui débarquent. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire en dernier, voilà, les tendances du marché, tout ça, est-ce qu'il y a des offres, est-ce qu'il y en a pas, et cetera. Je trouve ça intéressant aussi, encore une fois, d'avoir la bonne démarche, parce que pour donner un exemple, il y a un moment où je m'étais dit: «Tiens, ce métier, il a l'air cool, il a l'air intéressant, il a l'air plutôt bien rémunéré». Il fallait inévitablement faire une formation qui avait pas l'air trop longue, donc bref, ça je me suis dit: «Ça c'est un truc intéressant à creuser». Et j'avais fait quelques recherches d'emploi, bon, sur les sites classiques, Pôle emploi, bientôt France Travail si j'ai bien suivi, l'APEC, et il y avait rien. Et je m'étais dit: «Mince, comment ça se fait que j'avais retenu ou qu'on m'ait dit que, il y en avait de plus en plus et que, je trouve, 3 offres, sur toute la France, c'est nul?» Et bien, en fait, c'est que toutes les offres étaient sur LinkedIn Jobs, je vais y arriver. Donc voilà, cherchez bien partout pour pas tirer des mauvaises conclusions. Pensez bien discuter avec des gens qui s'y connaissent. Ce serait dommage dans cet exemple précis et vrai, hein, que je vous donne, ça peut être dommage de passer à côté de quelque chose de chouette. Et l'autre chose que je voulais dire, elle est un peu plus conceptuelle, un peu plus générale. Là encore, c'est, d'une impression que je peux ressentir encore une fois beaucoup en coaching, un petit peu avec les messages privés ou par ma propre expérience. C'est qu'il y a pas une offre parmi des millions qui est celle pour vous, celle qui va vous rendre, riche et heureux. Il y en a plein. Il y en a plein partout. Faut peut-être les identifier, les débusquer, il faut postuler, et cetera. Il y a du travail à faire, mais voilà, soyez quand même, même si on est, réaliste avec tout ce qu'on vient de dire avant, soyez quand même optimiste et ça va aider à vous sentir, plus motivé, moins perdu. En tout cas, j'en suis persuadée, de se dire, bah, voilà, si vous envisagez 3 métiers différents, ne vous sentez pas perdu de dire: «Oh là là, j'hésite entre 3 métiers, je suis même pas foutu de savoir, lequel je vise exactement». Bah, non, c'est chouette, c'est une super nouvelle et ça fait peut-être un petit peu plus d'offres, alors sans se perdre dans le trop plein comme on disait au tout début. Mais voilà, peut-être que les 3 options sont 3 bonnes options et n'ayez pas tout le temps, alors j'exagère un peu mon propos, mais encore une fois, c'est sur des ressentis. N'ayez pas tout le temps cette impression de si vous écartez quelque chose, vous avez peut-être écarté la bonne option. Non, il y en a plein partout. Et puis alors, il y a autre chose qui est assez dans l'air du temps. Après, encore une fois, à voir selon vos attentes, votre personnalité, et cetera. Moi, je suis fascinée par l'idée d'avoir, bah, plusieurs activités professionnelles en parallèle ou de faire 5 ans quelque chose, puis 10 ans autre chose, puis 2 ans autre chose. Pardon. Donc si aujourd'hui vous êtes passionné par un job, d'account manager en me disant: «Oh là là, mais j'aurais bien aimé faire de la communication scientifique, mais je peux pas choisir». Mais en fait si, vous pouvez faire l'un un temps, un autre temps. Alors après, il y a pas forcément une construction de carrière, comme on peut l'imaginer classiquement. Mais voilà, dans ma philosophie à moi, c'est pas grave et puis c'est même une bonne nouvelle de se dire, bah, voilà, si à un moment on veut changer, eh bien on pourra et il y a pas à faire un drama de se dire: «Tiens, j'ai choisi un truc et pas l'autre et je me suis peut-être trompée», Mmh. non, enfin ça pour moi ça existe pas trop et puis on peut toujours, rattraper le coup, quoi. Je suis entièrement d'accord, avec toi, voilà, au même ti enfin, si on reprend l'exemple, d'un account manager qui voudrait faire de la communication scientifique et pourquoi pas faire Toi? les 2 en non, mais pourquoi pas faire les 2 en parallèle? C'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire de la communication scientifique sur son temps. Si c'est quelque chose qui vraiment nous passionne, Mmh. c'est quelque chose qu'on peut faire, bah, voilà, il y a qu'à donner, nos 3 exemples, avec Asia où on fait résalliance en plus de tout ce qu'on a à faire. On le fait parce que ça nous passionne et parce qu'on aime faire ça. Voilà et aussi voilà alors déjà le plaisir et puis les compétences qu'on en retire, voilà, avant de commencer ça, chaîne YouTube, on ne savait pas comment faire. Aujourd'hui, on vient de Mmh. dépasser les 1000 abonnés. Donc voilà, c'est aussi quelque part des compétences. Est-ce qu'on les exploitera un jour dans notre carrière professionnelle? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, on aura pris un énorme plaisir à le faire. Vraiment. Euh,
dernier point, mais je pense qu'on va l'aborder très rapidement, mais c'est important, à mon avis, d'en parler, sur donc comment ne pas se sentir perdu dans sa stratégie de recherche d'emploi, c'est le réseau. On n'a pas encore parlé. Bah Mmh. voilà, enfin, on le dit à chaque fois, allez discuter avec des gens, avec des professionnels, des gens qui ont des parcours similaires, des gens qui sont passés par votre laboratoire, qui sont passés par votre équipe de recherche. Voilà, discutez avec eux, comprenez le process, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, et puis également des personnes qui potentiellement vous ne connaissez pas. LinkedIn est une ressource incroyable, hein. Il suffit de taper le nom d'un job et LinkedIn va vous renvoyer des milliers, voire des dizaines de milliers de professionnels. Donc ça serait bête de pas l'utiliser. Donc voilà, le réseau, moi je trouve que c'est aussi un point qui permet à la fois euh, clairement de mûrir son projet. Voilà, de rencontrer Mmh. des professionnels, ça permet aussi d'avoir un avis terrain à la fois sur le qu'est-ce qu'est le métier, comment est-ce qu'il s'organise. On parlait tout à l'heure, est-ce que c'est des jobs où il y en a de plus en plus, de moins en moins. Les personnes qui font ces métiers-là vont pouvoir vous répondre sur ce type de questions. Ils vont également vous aider à comprendre quelles sont les compétences clés, quels sont vos points forts, vos points faibles. Enfin, tout ça, ça va vous aider à mûrir à votre projet et peut-être vous convaincre qu'un métier est fait pour vous, ou à l'inverse, vous dire finalement, la vision que j'avais de ce métier-là ne correspond pas forcément Mmh. à la réalité. Donc, en fait, ça ne me plaît pas. Donc, voilà, allez échanger avec des personnes, développer votre réseau. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est inévitable. Essentiel, ouais. Mmh. Delphine, je pense qu'on a pas mal fait le tour sur ce Oui, sujet. Est-ce que tu avais carrément. est-ce que tu as des choses à ajouter? Oui, une petite anecdote, mais je vais le déguiser en le mot de la fin. Voilà, nous terminerons ce podcast par l'anecdote de Delphine. La 38e anecdote, de ce podcast. Non, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le fait de, voilà, ne le 100 responsable, le fameux, et ne pas aller dire: «Ah, j'ai pas eu cette formation, j'ai pas cette compétence», se la construire soi-même en rentrant dans l'action. Ce à quoi ça m'a fait penser, et le podcast, c'est la parfaite illustration de ce que je vais raconter. Il y a quelques années, on m'a proposé en fait d'intervenir, lors d'une émission de radio, alors sur un sujet qui n'a rien à voir. Demandez-moi en message privé si vous voulez savoir quel était le sujet. Alexis, est-ce que tu veux savoir ou pas? Oui, Oui. c'est tellement bien vendu, le Alors, suspense est insoutenable. Delphine, quel était le sujet de cette ah interview? là 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 là, Dans écoute, la limite du Alexis, raisonnable, j'ai hein. fait oui, oui, non, rien de rien de non publiable. J'ai fait un relooking complet, vêtements, maquillage, coiffure. On m'a coupé 30 centimètres de cheveux, c'était quand même terrible. Bref, le Très sujet a bien, peu d'importance. j'ai du mal à imaginer ce que ça peut faire, mais tu Et ben ça fait un m'expliqueras. sacré changement. Bref, et donc il devait y avoir une émission de radio, et c'était, la relookeuse qui voulait parler de son petit business, enfin bref, et elle voulait me demander d'intervenir. D'ailleurs, j'avais beaucoup apprécié parce que c'était, 1 journée et demie avec elle. On papote, on fait les boutiques, enfin voilà, et elle était revenue vers moi très longtemps après en me disant: «Delphine, je me souviens que tu parles très bien». Ah bon? Bah, très, super. Et donc elle m'invitait pour cette émission de radio, et donc pour X ou Y raison, bref, j'étais pas disponible et j'étais dégoûtée parce que animer une émission de radio, c'est un truc, ça m'a toujours fait envie. Je sais pas, je suis dans ma voiture, je mets la radio, j'écoute ces gens qui parlent d'un sujet qu'ils ont souvent choisi eux-mêmes, ils en parlent soit tout seuls, soit avec d'autres personnes, et n'ayant aucune idée de comment je pourrais faire ça un jour, mais j'ai toujours eu cette idée, un jour je ferai ce genre de choses. Et là, avec notre podcast aujourd'hui, c'est surtout toi qui l'as amené, Alexis, donc je t'en suis très reconnaissante. Je me régale parce qu'on choisit nos sujets autour de notre thématique qui nous tient à cœur, que vous semblez beaucoup aimer. Et donc voilà, et donc c'était pour vraiment souligner cette illustration du fait ce que vous avez envie de faire par vous-même. Bon, alors même si tu me l'as un peu importé sur un plateau, mais on a quand même co-construit Résilience ensemble. Donc voilà, c'était ma petite anecdote pour illustrer un des points du jour. Ouais, non, mais voilà, comme quoi je pense que c'est important de voilà, développer des projets en parallèle. Mm. Alors faites-le de manière intelligente, mais là, j'ai aucun doute là-dessus. Mais
voilà, ça pourra en tout cas vous apporter des choses par la suite, hein. Si je reviens encore sur le réseau et, et Resilience, voilà, si on prend l'exemple de Resilience, de la naissance de Resilience, c'est Asia et Delphine qui ont commencé des interviews. Moi qui m'intéressais depuis très longtemps de très près à ce projet, j'avais envie de m'impliquer dans quelque chose. Et en fait, on est rentré en contact parce qu'il y avait ces interviews-là. Par là, je crois, Asia m'a interviewé. Suite à l'interview, on a repris Mmh. contact, on a échangé. Finalement, on s'est rendu compte qu'on avait un projet, une vision, en tout cas une vision qui était commune, et on a décidé du coup de faire projet commun. Et c'est comme ça qu'est né Résilience. Donc, vous voyez, voilà, des envies en parallèle de votre thèse peuvent vous aider à développer votre réseau. Et aujourd'hui, le réseau qu'on en retire chacun personnellement, grâce à ce prétexte de résilience, il est juste incroyable. Donc voilà, tout ça pour vous dire que votre thèse, la thèse, c'est important, c'est certainement le plus important parce que le point numéro un, c'est quand même d'arriver au bout et d'avoir ce diplôme et dans les meilleures conditions et en développant le plus de compétences scientifiques. Voilà. Par contre, n'oubliez pas tout ce qu'il y a autour. C'est vrai que des fois, bien évidemment, le souhait du laboratoire ou de l'encadrant de thèse, c'est que vous soyez un maximum du temps dans le laboratoire et à la paillasse. Euh, oui, c'est important, mais pensez également à vous, à votre avenir, à votre futur. Et comme on l'a dit, si vous nous écoutez, c'est que je pense que c'est aussi, on pense, non, je pense, je veux dire, c'est votre responsabilité quelque part maintenant de d'aller chercher ça et de construire votre futur, votre carrière. Votre carrière ne s'arrête pas à la soutenance de thèse, votre carrière commence, ou en tout cas continue, et même plus continue, à partir de la soutenance. La soutenance, ce n'est qu'une étape, puisque on est bien d'accord que vous n'êtes plus, enfin, alors vous êtes étudiant parce que vous avez une carte étudiante, mais dans les faits, voilà, vous êtes un professionnel, vous allez travailler tous les jours. Et donc, finalement, ce diplôme du doctorat est qu'une étape à votre carrière professionnelle. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous, alors je sais plus, peut-être semaine prochaine, semaine d'après, je sais plus. Est-ce qu'on a un interview entre-temps? On verra, vous aurez la surprise, vous verrez ce qui sort la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Parlez de résilience autour de vous, à vos collègues doctorants, post-doctorants, personnes dans votre laboratoire de recherche. Toutes ces personnes voilà, qui souhaitent se créer un avenir en dehors du laboratoire académique. Résilience est fait pour vous. Merci beaucoup Delphine. Merci à toi, Alexis. Je Et me suis à régalée comme d'habitude. Merci à tous. très bien. Merci beaucoup. Et puis bonne journée, soirée, après-midi en fonction du moment où vous nous écoutez dans la journée. À bientôt. Ciao. Ciao.